Bonjour et bienvenue sur ce webinaire du pôle Finance Innovation organisé en partenariat avec la LabChain. Alors aujourd'hui, nous allons vous permettre d'assister donc au feedback de plusieurs intervenants. Tout d'abord, une introduction par donc Roxane Faure, qui est chef de projet innovation blockchain à la LabChain, donc le think tank de la Caisse des dépôts et consignations, qui sera suivi de l'intervention de trois de nos membres, donc qui portent tous les trois solutions qui adressent la problématique de l'investissement sous différents angles. Donc vous aurez l'occasion, qui auront l'occasion de vous présenter plus en détail leurs solutions. Et enfin, nous aurons donc Nomadic Lab qui interviendra avec deux angles, enfin sous deux angles. Comment Nomadic Lab est partie prenante et même pilote du développement d'une blockchain, la blockchain Tezos, et des exemples d'implémentation. Donc nous recevons ce matin, dans l'ordre de prise de parole, Roxane Faure de la LabChain, qui sera suivie de l'intervention de Benjamin Sultan, donc cofondateur et responsable du trading chez Cryptelite. Cryptelite, donc une solution d'investissement en crypto orientée vers les particuliers. Puis l'intervention de Imad Wardeh, CEO et fondateur de EdgeGuard. EdgeGuard qui a lancé une solution une plateforme qui couvre complètement tous les blocs de l'investissement en crypto, mais Imad en parlera bien mieux que moi. Donc, solution qui a été primée l'année dernière dans le cadre des AMTech Day Awards, donc de la AMTech Day organisée par la GFI. Et enfin, Marc Kepenegian, un président et fondateur de Cryptone. Donc Cryptone, qui est une plateforme qui permet d'investir dans des startups et PME et de participer à la croissance des PME en France. Je vais tout de suite passer la parole à Roxane. Roxane, bonjour et bienvenue, qui va nous présenter comment donc la LabChain est partie prenante de cet écosystème blockchain. Merci à vous. Alors, voilà, et je viendrai ensuite sur les présentations de nos invités. Roxane, à toi. Bonjour Vincent et merci beaucoup pour cette invitation, bien sûr. On est très heureux d'être partenaire de cet événement auquel donc les membres du think tank de LabChain ont été également conviés. Je précise donc que le pôle finance innovation et Nomadic Labs, parmi les intervenants, sont membres du consortium. En termes d'introduction, je peux vous dire quelques mots à propos de LabChain. Donc, LabChain, c'est un consortium qui a été créé en décembre 2015 et dont la particularité est de réunir de manière collaborative des grands groupes et des startups autour des thématiques blockchain dans le secteur banque, finance, assurance. En 2015 et puis au démarrage en 2016, c'était des thématiques sur lesquelles il y avait assez peu d'informations et peu de connaissances notamment chez les corporates. Et cette collaboration avec les startups était indispensable pour vraiment comprendre la technologie, ses opportunités et on va dire ses applications dans les métiers finance, banque, assurance. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a articulé notre action en trois pôles principaux qui vont être un pôle un peu do tank dans lequel on a mené un certain nombre de POC, d'expérimentations à l'époque où il fallait vraiment un peu débroussailler le terrain et voir si cette technologie était vraiment on va dire utilisable en l'état et pourrait apporter des solutions à des problèmes qui étaient communs à plusieurs établissements bancaires ou financiers. Donc ça a permis on va dire, mieux identifier et aussi accélérer finalement le développement et l'intégration de ces technologies dans les nouveaux projets. On avait un deuxième pôle qui était un pôle un peu formation, puisque l'intérêt était d'avoir un même niveau de compréhension du sujet parmi tous les membres, notamment donc les membres technologiques, les startups qui étaient là pour apporter leur expertise. Et enfin, on a un dernier volet qui est le volet think tank, et dans le cadre duquel on organise un certain nombre de conférences tout le long de l'année. Et dans le think tank, ce qui se passe, c'est que
on a un certain nombre d'acteurs de l'écosystème. C'est ouvert plus largement qu'aux membres du consortium. Et on explore les différentes applications, les secteurs dans lesquels ça se développe. On échange avec les régulateurs et on offre des clés d'analyse sur différents phénomènes ou nouvelles technologies, mais aussi on explore l'état de la recherche sur la gouvernance, l'interopérabilité, la scalabilité des systèmes, par exemple. Donc, à travers toutes ces actions, dans le think tank, on associe donc, comme je disais, plus largement des membres. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on a grand plaisir d'être partenaire de cet événement aujourd'hui, pour justement sur le domaine dans le domaine des actifs numériques, d'explorer les différentes facettes et des projets en cours en ce moment. Donc voilà, j'ai, je pense, fait une courte introduction et je rends la parole à Vincent pour démarrer la conférence. Très bien. Donc, merci beaucoup, Roxane. Donc, en fait, un rôle actif d'expérimentation, de sensibilisation et d'échange. Avec, je me souviens, il y a un moment, les Atomic Swap, qui étaient encore à l'époque quelque chose de très exotique. Enfin, vous avez permis effectivement de propager et alors, sans offense, pas de banaliser, mais de bien démontrer que finalement, ce qui était quelque chose en 2013-2014 d'extrêmement exotique, finalement maintenant est en train de se propager, comme donc nos invités vont très bien vous en parler, qui finalement devient une partie prenante et une brique, ou en tout cas ou un support à des activités d'investissement ou à des activités de support à des processus dans le domaine de la finance. Donc, du coup, je vais commencer par passer la parole à Benjamin, donc avec ces 3 questions qui sont un peu, alors bon, ce sont plus ou moins les mêmes questions depuis mars 2020, depuis qu'on a commencé les webinars. Le besoin auquel vous répondez, Benjamin, à travers donc la solution Cryptelite. La deuxième question, c'est en fait, comment, alors, Cryptelite, vous êtes sur une activité d'investissement, donc votre solution n'est pas déployée chez vos clients, vous êtes en full web, donc, mais il y a quand même des particularités, des spécificités dont tu vas nous faire part. Et puis la problématique de complexité, d'innovation, et où est-ce que finalement, qu'est-ce qui vous différencie par rapport à d'autres offres. Benjamin, je t'en prie, à toi la parole. Alors bonjour à toutes et tous, je tiens d'avance à m'excuser pour l'éventuel chat dans la gorge qui pourrait me gêner durant ma prise de parole. Alors, pour en venir aux besoins spécifiques auxquels Cryptelite répond, tout d'abord, il émane d'une constatation que l'on a fait. La forte croissance du marché des cryptoactifs attire et continue d'attirer de plus en plus d'épargnants sur ce marché, qui pour la plupart sont envoûtés par les gains faramineux qu'ils ont vus par le passé sur certains de ces cryptoactifs. Alors certes, bien que prometteur, ce marché, il n'en reste pas moins volatile, risqué et complexe. Dès lors, il est difficile pour des épargnants non expérimentés d'opérer efficacement sur le marché des cryptoactifs sans subir de pertes financières. Et l'AMF le rappelle d'ailleurs, en matière d'investissement financier, les épargnants en particulier, même les plus avertis, ne disposent pas d'un niveau de connaissance et d'expérience équivalent à celui des professionnels. D'autre part, le manque de services en la matière par des établissements de confiance sur le marché des cryptoactifs avec des résultats fiables oblige en quelque sorte ces épargnants à continuer d'agir seuls sans succès. On entend dans les médias ou à droite à gauche, oui, les histoires de certaines personnes devenues richissimes du jour au lendemain parce qu'il ou elle détenait tel ou tel cryptoactif qui a explosé à la hausse. Mais en réalité, la très grande majorité des acteurs particuliers qui spéculent sur le marché des cryptoactifs subissent des pertes et parfois de lourdes pertes. Donc il y a un réel besoin pour les épargnants de pouvoir s'exposer aux cryptoactifs afin de pouvoir exploiter leur potentiel de rendement, mais sans tomber dans les mêmes pièges que celles et ceux qui subissent des pertes et sans subir de plein fouet la volatilité, le risque et la complexité qui sont liés à ce marché. Alors, pour en venir à ta seconde question, comment du coup notre offre
s'imbrique de sorte à répondre à ce besoin auprès de nos clients. Et tu vas d'ailleurs pouvoir afficher notre slide. Oui. En fait, suite à cette constatation, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il serait beaucoup plus judicieux pour ces épargnants de déléguer la gestion de leur portefeuille de cryptoactifs à des professionnels, en l'occurrence à notre société Cryptelite. Parce qu'en effet, opérer efficacement sur le marché des cryptoactifs, ça nécessite, comme on l'a vu, des compétences, une certaine expérience, mais ça nécessite aussi du temps et de l'énergie, chose que n'ont pas forcément les particuliers qui ont une activité à côté, une vie de famille, etc. Et même, je dirais, au-delà de ça, opérer efficacement sur ce marché, ça nécessite de naviguer au sein de cet écosystème à travers des interfaces et un fonctionnement qui ne sont pas forcément intuitifs pour tous. Chez Cryptelite, nous avons donc créé et développé par nous-mêmes une application web unique de gestion de portefeuille de cryptoactifs sur laquelle des particuliers et des professionnels, même complètement néophytes, vont pouvoir s'inscrire et sont guidés de A à Z pour ouvrir un portefeuille de cryptoactifs, en l'occurrence sur la plateforme d'échange Binance, la première plateforme d'échange mondiale, acquérir des cryptoactifs via cette plateforme d'échange, et ensuite, voilà, déléguer la gestion de ce portefeuille et de ce capital sous forme de cryptoactifs à Cryptelite. Et en fait, cette délégation de la gestion, elle se fait entièrement à distance et de manière digitalisée. En fait, l'utilisateur, il connecte son compte Binance ou son portefeuille de cryptoactifs à notre application web. Ça se fait via API et via une clé chiffrée. Ce service, il est très facile d'accès puisque même les plus petits portefeuilles peuvent en bénéficier. Pour vous donner un ordre d'idée, le capital minimum requis pour pouvoir bénéficier de ce service, il est de seulement 450 €. Donc c'est très accessible, peu importe le niveau de patrimoine de chacun. Au-delà de ça, il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de durée d'engagement non plus. Pas de blocage ou pénalité quelconque si un utilisateur souhaite arrêter la gestion à tout moment. Nous nous adaptons aussi à l'aversion au risque de chacun de nos clients, puisque les utilisateurs peuvent choisir parmi différents profils d'investisseurs selon leur degré de tolérance à la volatilité notamment. Pardon. Au-delà de ça, nous utilisons une approche de gestion active et non passive, ce qui permet à nos clients de bénéficier de ce service de gestion en toute sérénité parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a en tout temps une équipe au gouvernail. C'est Cryptelite et nous-mêmes qui allons décider quel cryptoactif acheter ou vendre, dans quelle proportion, pour quelle durée et en quelle quantité. Cela se fait notamment via des stratégies quantitatives et des algorithmes que nous avons conçus et développés en interne. Il y a des stratégies à la fois discrétionnaires et principalement des stratégies algorithmiques. Le but étant que l'utilisateur n'ait absolument aucune décision à prendre. On veut absolument éliminer tous les aspects frustrants de la gestion, et ce qui fait que l'utilisateur, une fois la gestion déléguée est mise en place, il n'a absolument plus rien à faire, si ce n'est suivre l'évolution de son portefeuille et éventuellement rajouter ou retirer du capital à sa guise sans frais quelconques. Très bien. Alors, nos facteurs de disruption, je dirais qu'ils sont les suivants. En fait, à travers notre solution, nous permettons enfin à des épargnants particuliers de vraiment tout niveau social de faire fructifier leur capital grâce au trading sur le marché des cryptoactifs, et cela sans y consacrer de temps, d'énergie et vraiment sans besoin d'expérience quelconque. Sans une telle solution et sans Cryptelite, il paraît totalement inconcevable que le grand public puisse facilement valoriser son épargne à travers des stratégies quantitatives de type momentum, régression, arbitrage de taux d'intérêt. Tout ceci est bien trop complexe, technique et chronophage
pour pouvoir en bénéficier par soi-même en tant que particulier et sans passer par un tiers de confiance. Donc, la solution proposée par Cryptelite, c'est une réelle opportunité pour les épargnants particuliers ou même les professionnels de sortir, si je puis dire, des sentiers battus en matière de placement financier. Elle leur ouvre en quelque sorte une nouvelle porte et leur propose une approche totalement différente de ce qui se faisait jusqu'à maintenant, à la fois en termes de fonctionnement et de résultats. Ça permet notamment donc de s'exposer à une nouvelle classe d'actifs légitimes et prometteuses, les cryptoactifs. Ça permet aussi de générer du rendement positif, même lors de périodes de baisse des marchés. Et ça, ce n'est pas quelque chose que le grand public a l'occasion de voir dans leur placement traditionnel. Généralement, lorsque les marchés chutent ou que la conjoncture économique est assez négative et pessimiste, les rendements baissent ou on a même des rendements négatifs. Là, avec notre solution, ce n'est pas le cas puisque nous utilisons des stratégies algorithmiques qu'on dit long short. Et donc, on peut spéculer sur une baisse des prix et dégager des rendements positifs, même lorsque les marchés prennent la direction sud. Et ceci, ça permet en fait de décorréler l'évolution de leur portefeuille et donc de la partie de leur patrimoine qu'ils allouent aux cryptoactifs. Ça permet de décorréler l'évolution de leur portefeuille de la conjoncture économique ou de ce que font les marchés traditionnels. Ça leur permet aussi d'accéder vraiment en tout temps à leur capital, sans pénalité quelconque, chose qu'on a tendance à voir sur les placements traditionnels, des pénalités ou des blocages de fonds durant une certaine durée. Et enfin, un des aspects les plus importants, je dirais, c'est que ça leur permet aussi d'être contents, voilà, de savoir que leur portefeuille est géré activement et que leur capital, ils travaillent via des stratégies avancées et complexes utilisées par les professionnels. D'autant plus que nous bénéficions d'avantages et de privilèges, en l'occurrence avec Binance, comme je mentionnais, la plateforme d'échange avec laquelle nous travaillons, sur laquelle les portefeuilles des clients sont ouverts. Puisqu'avec cette plateforme d'échange, nous avons des avantages de type des temps d'exécution plus rapides que les autres utilisateurs ou les autres acteurs sur ce marché. Nous avons aussi des avantages en termes du nombre de requêtes que l'on peut faire à chaque seconde vers en l'occurrence les serveurs de Binance. Et ça crée au sein de Cryptelite et pour nos stratégies un réel avantage par rapport à d'autres acteurs. Donc, pendant longtemps, en fait, les points que je viens d'énumérer, ces différents objectifs, c'était uniquement réservé aux plus fortunés ou aux professionnels qui, eux seuls, avaient accès aux sociétés de gestion algorithmique, aux tickets d'entrée très souvent très, très élevés et absolument inaccessibles aux particuliers, sans parler, bien sûr, des barrières géographiques et administratives importantes qu'il pouvait y avoir. Donc, voilà, chez Cryptelite, nous utilisons les nouvelles technologies du digital pour créer des outils innovants et uniques qui viennent justement casser ce paradigme. Très bien, merci beaucoup Benjamin. Alors on a déjà plusieurs questions, je les prends en compte. Certaines, tu pourras répondre directement. Donc on voit bien, enfin, donc vous êtes sur une offre qui permet d'offrir aux particuliers finalement des moyens assez proches de ce qu'on trouve dans l'univers de la gestion dédié à des professionnels. Je pense, merci beaucoup. Ça nous a donné une overview assez large de votre activité et de vos points différenciants. Toujours, et là, on va basculer sur la partie, je dirais, outils, solutions permettant aux professionnels d'accéder finalement à ce monde comme à leurs autres univers d'investissement. Je vais donc passer la parole dans un deuxième temps à Imad, qui va nous présenter en fait la solution Edgeguard Crypto. Et on reviendra sur les questions à l'issue des présentations. Imad, à toi la parole. Bienvenue. Voilà. Oh, pardon. Et le micro Imad, le micro est coupé. Comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour l'invitation.
Alors, nous, en fait, on s'adresse aux institutionnels, des hedge funds et des crypto asset managers qui gèrent, en fait, au lieu de gérer des actifs traditionnels, ils vont gérer des cryptos. Il y a aujourd'hui un vrai problème sur le marché, c'est que le trading, le settlement et la comptabilité ne sont pas bien connectés. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est fournir des solutions pour qu'on puisse gérer les opérations front-to-back de manière simple. Alors, je vais vous donner des exemples. Nos clients, par exemple, ont des connexions entre 6 à 50 exchanges. Et sur chacun de ces exchanges-là, ils vont avoir un ou plusieurs comptes. Et à chaque fois qu'ils vont traiter sur ces exchanges-là, ils vont soit faire par API, soit se connecter écran par écran. Donc, la première réponse à cette problématique-là, c'est qu'on a fait un seul écran à partir duquel on va pouvoir traiter sur plusieurs exchanges et on va pouvoir donner les droits d'utilisateur concernant chaque trader à partir d'un même écran, ce qui enlève un risque opérationnel très important. Appelons ça Bloomberg pour la crypto. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, il y a beaucoup de hedge funds aujourd'hui dans le monde qui sont audités. Le calcul du PNL, de la market value, des yields, etc. est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas seulement traiter des cryptos, mais ils vont faire aussi des futurs, des options et aussi un marché de loan, disons ça, enfin d'obligations qui est assez important. Et la façon dont ça se passe opérationnellement aujourd'hui, ça fait peur. On reçoit encore des fichiers Excel. Les coupons, on n'utilise pas encore des smart contracts pour faire ça. C'est encore fait à la mano. Donc, ce qu'on essaie de faire ici, c'est agréger tous les mouvements relatifs à ces instruments-là dans un même système et pouvoir faire la comptabilité et répondre aux exigences d'audit des juridictions concernés. Okay. La troisième chose, c'est le back-office. Donc, comme le front, où on a plein de comptes, en back-office, on peut avoir énormément de wallets. Il y a certains de nos clients qui ont des millions de wallets. Pour moi, en fait, quand je regarde ce qui se passe et quand on regarde la promesse de la blockchain qui est de transformer la finance traditionnelle, on est loin des standards aujourd'hui. C'est quelque chose qui va se résoudre avec ce qu'on appelle les Layer 2, donc les blockchains de niveau 2 qui vont faire des mouvements instantanés et qui reconnectent effectivement le settlement, donc le paiement, avec la comptabilité et le trading. Donc ça, c'est la troisième couche qui est connectée. On est connecté au réseau Credo, qui est un réseau de niveau 2, qui effectivement fait aussi des atomic swaps d'une manière très simple et élégante, et qui permet donc le scaling des opérations quand il s'agit de millions de wallets. Nos clients vont être donc des crypto-banques, des hedge funds, des asset managers. Quelle est la valeur ajoutée d'EdgeGuard? C'est tout simplement rattraper le retard par rapport aux acteurs traditionnels qui ne se sont pas lancés dans la crypto. Donc avec nous, si vous voulez rentrer sur ce marché-là, vu qu'on la partie compliquée pour nous, c'est effectivement l'opérationnel. Donc si un institut veut rentrer sur ce marché-là et rattraper le retard parce qu'il n'a pas travaillé les 3-4 dernières années sur ces marchés-là, ben, on peut l'aider. Il reste bien évidemment la performance. Alors là, on ne peut pas faire la performance à la place des gérants, mais on peut aider sur la partie opérationnelle. Après, en fait, en termes de projection, il y a aussi ce qu'on appelle les plateformes DeFi. Alors encore là, c'est encore plus le chaos. Tout le monde se précipite sur les performances en oubliant la comptabilité et les audits. Aujourd'hui, c'est très difficile de savoir combien on a gagné et mettre ça sur un compte de résultats proprement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a sur la roadmap. Aujourd'hui, en regardant le marché, il n'y a pas vraiment de solution qui gère ça bien. Et l'autre chose qui est en train d'arriver aussi, c'est les NFT. C'est le marché de l'art qui se met
c'est la propriété émergente du mariage entre le marché de l'art et la crypto. Ça aussi, à un moment donné, il va falloir bien le traiter d'une manière opérationnelle. Donc, c'est sur notre roadmap. Il y a aussi le risk management. C'est mesurer les risques, le PNL, ainsi de suite. Ça, c'est la troisième partie qui est sur notre roadmap. Voilà en 2 mots ce que nous faisons. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, on voit bien que vous êtes en fait sur la couverture des différents modes ou vecteurs d'investissement autour des cryptos, avec une solution qui vise à couvrir on va dire du front au back et offrir un niveau de service dans un environnement qui est encore en évolution, le plus similaire à ce qui peut se faire sur de la multigestion, enfin sur de on va dire des supports d'investissement entre guillemets traditionnels. Merci beaucoup Imad. Donc pareil, des questions, si les questions seront posées par la suite, je vous invite j'invite notre auditoire dans le chat à spécifier à qui sont posées les questions pour que tout à l'heure, à l'issue des présentations, on puisse y répondre. Du coup, maintenant, je vais passer la parole à Marc de Krypton, donc un troisième axe de solutions dont Marc parlera beaucoup mieux. Donc Krypton, qui est, comme vous et aux membres du pôle, qui a opéré plusieurs levées pour des sociétés. Et Marc, je te laisse donc présenter ton activité toujours sous ces 3 angles, les besoins auxquels tu réponds, comment tu fonctionnes avec tes clients des 2 côtés et en quoi et tes leviers d'innovation. Marc, à toi. Merci Vincent. Bonjour à tous. Chez Krypton, on cherche à faciliter, à créer un pont dans le financement en fonds propres pour les TPE, PME françaises et européennes, et tout en donnant de la liquidité et de la facilité pour les investisseurs. Alors, le constat pour les PME, c'est qu'aujourd'hui en France, elles ont surtout accès à du non dilutif. On le voit bien avec le PGE, avec les prêts bancaires. Il faut savoir qu'une PME en région, par exemple, n'a aucune solution pour renforcer ses fonds propres. Les IPO qui existaient encore il y a quelques années pour des petites sociétés deviennent trop chers et sur les grands marchés, on en voit de moins en moins. Il y a une étude qui est sortie récemment comme quoi en frais fixes, on était entre 300 et 400 000 euros par IPO. Donc, on se doute bien pourquoi c'est plus trop d'actualité pour les PME. Ce qui pourrait exister aussi, c'est le crowd equity, mais c'est le seul thème dans la financement participatif qui est en décroissance chaque année et finalement finance des projets immobiliers, mais très peu de PME. Et donc, l'idée de Krypton, c'est finalement offrir une solution facile, peu coûteuse, sans frais fixes aux PME pour leur permettre d'aller augmenter leurs fonds propres, ce qui va mécaniquement diminuer leur ratio d'endettement, ce qui va leur permettre de faire des investissements que la dette ne permet pas, notamment des investissements R&D, ce qui va permettre de pérenniser l'emploi. Ça nous semble être une obligation aujourd'hui de réfléchir comment offrir dans le panel des financements disponibles des outils en fonds propres pour ces dernières. Du côté investisseur, le constat est simple. On a une progression forte de l'épargne. Selon les chiffres de mars 2021, l'épargne financière est arrivée en France à un stade de 5 500 milliards d'euros, soit à peu près 2 fois le PIB de la France. Cette épargne, elle est assez productive. On vit dans un monde de taux bas avec un peu d'inflation à venir et il y en a à peu près un peu moins de 10% de ce montant-là qui dort sur des livrets A. Il faut savoir que sur un livret A, c'est de la destruction de richesse puisque avec un taux inférieur à l'inflation, pour les Français, c'est quand même problématique et ils ne sont pas forcément conscients. Donc, il y a un double enjeu. Un, permettre aux Français de dynamiser leur épargne en la boostant avec une partie, toujours une partie, on va dire, pas importante, mise sur des investissements un peu plus risqués, notamment en direction vers les PME. Et pour que ce soit les PME et même l'économie française, ça va permettre de booster le tout, renforcer les fonds propres, créer de l'emploi, pérenniser une partie de ces sociétés. C'est un enjeu majeur qui est adressé en France, en Europe continentale, aussi au Japon. Je pense que c'est un des enjeux majeurs économiques dans le futur, dans les 10 prochaines années, comment on va remobiliser cette épargne. Nous, on pense que ça passe par plusieurs axes, notamment la pédagogie, notamment par de la liquidité, c'est aussi le but de Krypton, et une interface simplifiée. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit facile d'accès, il faut que ça soit peu coûteux à la fois pour la PME et à la fois pour les investisseurs.
Donc, Krypton est live depuis 2018. Nous sommes une plateforme en actifs numériques. On permet à des sociétés donc, de lever des fonds propres. Nous avons un partenaire qui émet des actifs numériques sur la plateforme et ces derniers sont échangés une fois l'opération terminée avec un marché secondaire, avec un règlement de livraison instantané en euros via un partenaire bancaire chez qui on est connecté. Toute la technologie a été développée in-house, donc on a une multitude de microservices qui nous permet d'opérer aujourd'hui. On a déjà financé des belles sociétés, notamment Leocare, qui est une InsurTech qui a fait une partie de son seed chez nous en se finançant à hauteur de 213 000 euros et qui depuis a annoncé en début d'année une série A de 15 millions d'euros. Et donc qui a son token coté chez nous avec des volumes quotidiens assez importants, donc on est très content. Nous sommes en cours d'enregistrement PSAN pour nous permettre de continuer. Donc depuis cet enregistrement, la plateforme est en attente et nous avançons avec les équipes de l'AMF et la CPR pour avancer sur ça au plus vite. Nous venons de signer un partenariat majeur avec une région de France pour être la seule solution en fonds propres disponible dans leur plan de relance du Covid. Donc c'est un projet qui a été voté en conseil régional. L'idée pour la région, c'est d'essayer de faire renaître les bourses régionales qui existaient il y a encore 30 ans. Qui permettait un financement local à la fois pour les PME de la région avec les investisseurs de la région. C'était un vrai moteur à la fois de croissance pour les PME et d'emplois qualifiés pour la région. Et c'est quelque chose que nous allons tenter avec cette région de faire redémarrer. En parallèle de tout ça, on a aussi des projets tech avec des grandes banques où on met à disposition nos microservices pour améliorer la digitalisation du middle et back-office pour finalement digitaliser le capital market qui est un domaine encore en manque de digitalisation pour à la fois amener de l'efficience et diminuer le risque opérationnel de certaines actions sur ce capital market. Et là, on parle plus sur des actifs traditionnels, c'est comment est utilisée en sous-jacente notre technologie pour améliorer l'efficience de certains acteurs. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Krypton. Donc pour résumer, on participe, on facilite le financement en fonds propres des TPE et PME françaises. On est malheureusement un des rares outils pour elles qui leur sont proposés, surtout quand on parle des PME de région. Et pour les investisseurs, on essaye d'être un portail facile d'accès pour leur permettre d'investir dans des actifs numériques dès 1 euro très facilement, avec un compte IBANisé au nom de chaque personne pour ségréguer leurs fonds, avec un carnet d'ordre, avec un règlement de livraison instantané pour leur permettre de se positionner à l'achat, à la vente quand ils le souhaitent, avec un passage d'ordre. Voilà. Très bien. Donc, alors pas mal de chemin accompli depuis le lancement de Krypton, avec quand même une grande diversification. Donc, ce troisième axe de solutions. Alors, on a encore des questions, on reviendra après. On a pas mal de questions d'ailleurs qui arrivent dans le chat et dans les questions. Donc, merci beaucoup, Marc. Merci Vincent. Donc, vous l'avez vu, on a 3 solutions qui finalement répondent toutes à une question qui est la question de confiance sur les cryptos et qui ont tout en adressant le marché des particuliers, le marché de la croissance du tissu économique et le marché de l'investissement avec différents sous-jacents, enfin, avec les sous-jacents crypto et derrière les nouvelles formes, les nouveaux supports qui commencent à apparaître. Vos 3 solutions, finalement, elles visent à augmenter la confiance, la facilité et la simplicité d'interaction entre l'investisseur, que ce soit un profil, quel que soit son profil d'une certaine façon, et les marchés sur lesquels l'investisseur va faire en sorte de se positionner avec une espérance de gain, bon, évidemment, comme toujours. Je vais maintenant, on viendra sur les questions par la suite. Je vais maintenant passer la parole à Thibaut. Alors, Thibaut, Nomadic Lab, ce n'est pas une seule solution. Nomadic Lab, Tezos, comme vous pouvez le voir. Thibaut, donc, du coup, va nous présenter Nomadic Lab et Tezos sous un angle un peu différent. Thibaut, je t'en prie, à toi la parole. Merci beaucoup Vincent. Donc effectivement, Tezos et Nomadic Lab sont dans une position un peu différente par rapport aux autres intervenants puisqu'on est un peu à la base, je dirais, des services sur crypto puisqu'on est une blockchain.
Est-ce que c'est possible de passer la slide suivante? Oui. Hop, Je reviens dessus, c'est bon, pardon. je gère, On merci a tous beaucoup. la main, Vincent. excusez-nous, on a tous la main. Thibaut, je te laisse la main sur les slides. Pardon. Merci beaucoup, Vincent. Donc en fait, Tezos, pour clarifier, c'est une blockchain qui est un projet open source dont la R&D est principalement européenne et notamment conduite par Nomadic Labs, qui est le principal laboratoire de R&D de Tezos. Donc on est basé à Paris, on a une cinquantaine de chercheurs et on est financé par une fondation de droit suisse à but non lucratif qui s'appelle la Fondation Tezos. Je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées par Vincent aux autres intervenants, en commençant par le fait que nous développons à Nomadic Labs la blockchain Tezos. Donc l'idée initiale, c'est d'offrir un réseau de blockchain pour transférer de la valeur et de l'information, et si possible de façon soutenable. Pour ce faire, on développe notamment, et c'est deux idées que j'aimerais que vous reteniez, deux fonctionnalités très importantes qui font la soutenabilité de Tezos. C'est l'utilisation d'une part de la preuve d'enjeu, Proof of Stake, et ensuite d'un protocole de gouvernance on-chain qui est caractéristique de Tezos et qui est absolument unique aujourd'hui sur les solutions existantes en blockchain. Pour comprendre rapidement ce que c'est que la preuve d'enjeu, dont nous utilisons une variante qui s'appelle la Liquid Proof of Stake, c'est l'idée que le réseau est sécurisé par des gens qui détiennent de la crypto-monnaie sous-jacente à ce réseau, qui est en l'occurrence le Tez sur Tezos, et qui vont la déléguer auprès des validateurs. Les validateurs ont donc un certain poids sur le réseau qui leur donne le droit de produire les blocs, et c'est de cette façon-là que la chaîne est sécurisée. On pourrait presque dire qu'il y a une fonction de finance décentralisée native dans le protocole Tezos, puisqu'en fait, à mesure qu'on augmente le poids du validateur en tant que délégateur, on se voit rétribuer une partie du produit qui est lié à la production de blocs de ce validateur. Les bénéfices principaux de la Liquid Proof of Stake, c'est d'abord la décentralisation. On n'a pas de limite de validateurs potentiels sur le réseau. Aujourd'hui, on en a plus de 400 et plusieurs milliers de nœuds complets. Il n'y a pas de risque sur le capital initial qui est délégué, uniquement sur les rétributions donc, qui viennent des validateurs, puisque la délégation, ce n'est pas un transfert que vous faites en thèse de compte à compte, simplement une signature que vous appliquez sur la chaîne. Et surtout, gros avantage, c'est l'efficacité énergétique de Tezos, qui est extrêmement peu consommatrice en énergie et qui permet ensuite plus facilement à des entreprises d'utiliser cette technologie de blockchain, comme on va le voir par la suite, avec certains cas d'usage. La fonctionnalité majeure, évidemment, c'est la gouvernance on-chain. C'est l'idée d'avoir une gouvernance du logiciel et des versions du logiciel de la blockchain Tezos. C'est un dilemme qui s'oppose pour toutes les blockchains. Lorsqu'on veut faire une modification un peu importante sur le logiciel, on demande en fait une migration des validateurs d'une version logicielle à l'autre, avec derrière un risque opérationnel pour les utilisateurs, pour toutes les infrastructures de services qui ont été déployées, pour la continuité des smart contracts. Donc en fait, on couple deux éléments. Ça a été pensé dans le logiciel de la blockchain Tezos. C'est un logiciel qui est upgradable, sans dépendance au hard fork, et qui a été couplé avec un mécanisme de gouvernance qui utilise donc la preuve d'enjeu dont je vous ai parlé, et des droits de vote. En fait, chaque thèse représente un droit de vote, ce qui fait que lorsque vous déléguez vos thèses, non seulement vous augmentez la propension du validateur à produire des blocs, mais également vous augmentez son poids dans la gouvernance. Les bénéfices, c'est la flexibilité du protocole Tezos. On a déjà fait 6 mises à jour sans hard fork. La scalabilité avec des améliorations continues sur le réseau. Donc ça peut être des choses très simples, mais qui en fait sont très avantageuses, comme les coûts de storage, les coûts transactionnels, qui rendent aujourd'hui Tezos très compétitif, notamment dans l'industrie des NFT, donc des non-fungible tokens, dont on va parler par la suite. Et puis on peut améliorer des choses très importantes, comme l'algorithme de consensus en lui-même. C'est une chose qu'on a déjà fait une fois, qu'on va refaire lors du prochain amendement, qui est Grenade. Donc on va augmenter la scalabilité, le débit de transactions par seconde de Tezos, et on va encore améliorer les frais transactionnels sur le réseau Tezos. La deuxième chose qu'on fait chez Nomadic Labs, c'est qu'on essaye de permettre une utilisation scalable de Tezos. Nomadic Labs, c'est un laboratoire de R&D
qui aspirent à poursuivre la R&D sur le protocole Tezos et les versions à injecter dans le protocole. Et donc, on essaye de reposer sur un écosystème d'acteurs qui vont être autonomes et qui vont aider en fait Tezos à se développer sur sa couche applicative. Pour ce faire, on a chez Nomadic Labs une équipe d'adoption et de support technique qui notamment dispense des formations techniques, comme ça a été le cas au LabChain il y a environ 1 mois et demi. Et de façon régulière, on forme de cette façon-là un écosystème de professionnels dans leur domaine. Donc des consultants, des cabinets d'avocats, des intégrateurs techniques, des fournisseurs d'infrastructures et également des fonds d'investissement pour injecter du capital dans Tezos. Et de cette façon-là, on essaie de répondre aux besoins à la fois des utilisateurs crypto-natifs qui sont dans la crypto, qui sont des acteurs qui offrent des services crypto, et d'entreprises qui voudraient utiliser la blockchain pour des usages moins directs. Donc, je vais donner quelques exemples. Le LUG, donc c'est le premier stablecoin euro retail compliant. Donc, ça permet de donner un équivalent de valeur en euros dans les échanges directement sur la blockchain Tezos. Lorsque vous échangez un titre financier, avoir un équivalent de valeur en euros, c'est quelque chose qui est très important pour fluidifier les échanges. Donc, ce n'est pas encore quelque chose qui est possible avec le LUG, mais c'est quelque chose qui est techniquement réalisable. Et le LUG est une initiative du groupe Casino et d'un broker qui s'appelle CoinHouse, qui d'un côté permet de rationaliser le système de points de fidélité multi-enseigne du groupe Casino, et de l'autre qui offre un équivalent de valeur en euros aux clients de CoinHouse qui souhaitent prendre leur profit. C'est un consortium qui a vocation à grossir et à incorporer d'autres acteurs du marché crypto pour l'utilisation de ce stablecoin sur Tezos. Equisafe, c'est une société qui enregistre les mouvements de titres sur la blockchain Tezos, qui est un acteur qui a aujourd'hui 35 entreprises clientes et qui compte plus de 3000 investisseurs. Société Générale, c'est une des banques avec lesquelles nous travaillons, qui a émis récemment 5 millions d'euros de créances sur la blockchain Tezos. Et je me permets aussi de vous en parler parce que ça fait le lien avec la planche suivante qui concerne une filiale du groupe EDF qui fournit de l'infrastructure de calcul sur Tezos pour produire des blocs. Et dans le cadre de ces activités de tokenisation, Forge a tout récemment créé un partenariat avec cette filiale d'EDF qui lui fournit donc une infrastructure de nœuds pour ses émissions de titres sur blockchain. Je me permets d'adresser sur cette slide d'autres cas d'usage qui concernent peut-être plus les particuliers qui vont utiliser les services de finance décentralisés, qui vont vouloir minter des non-fungible tokens. On a un écosystème qui est en construction sur Tezos, qui est moins mature que sur d'autres blockchains, mais qui compte un certain nombre de services dans différents domaines. Les plus connaisseurs d'entre vous comprennent probablement ce que sont que les DEX, donc par exemple le fait de pouvoir faire des échanges décentralisés directement sur la blockchain entre différents actifs. On a également des stablecoins, un stablecoin algorithmique donc qui est collatéralisé en thèse. On a des plateformes pour lever des fonds directement sur la blockchain. Et Tezos, plus récemment, je dirais, fait plusieurs partenariats sur tout ce qui est non-fungible tokens, donc le fait d'avoir des actifs digitaux uniques qui vont représenter, par exemple, un bien, une œuvre d'art. Donc, on a signé des partenariats, notamment avec Red Bull Racing et McLaren, dans le cadre du Grand Prix de Monaco, avec un concept de fan token dans le domaine de la Formule 1. J'espère que je vous ai donné un aperçu suffisamment large de Tezos et je reste disponible pour répondre aux questions. Merci. Oui, donc effectivement, comme on le voit, des cas d'application qui, je dirais, vont au-delà de notre domaine qui est purement la finance et l'investissement. Ce sont, je pense, ça fait la jonction avec les aspects, enfin ce qu'évoquait Imad sur les NFT, sur ces nouveaux supports, sur comment en fait les faire entre guillemets interagir avec le monde de la finance.
je pense, on a été très dans le timing. Merci à vous. Alors, on a un certain nombre de questions. Globalement, je pense, on a des questions à la fois dans le chat et dans les questions. Je pense, je vais reprendre. Alors, il y a certaines questions, notamment si on reprend le timing, qui ont été posées à Cryptelite. Des questions notamment, Benjamin, alors sur les problématiques de track record, la question sur le reporting des mouvements qui explique la perf, vu l'heure, doit aussi vous concerner, Benjamin. Je pense, Benjamin, je te laisse répondre à quelques questions si tu le souhaites. Ok, alors je vais premièrement rapidement répondre à la question de Charles concernant les avis Trustpilot peu nombreux. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est un des problèmes, si je puis dire, avec Trustpilot, c'est que vous avez souvent une minorité d'utilisateurs mécontents qui viennent sur Trustpilot mettre un avis pour se plaindre. Et la majorité des clients satisfaits, eux, ne mettent pas d'avis. Donc, vous allez avoir des avis Trustpilot qui peuvent être biaisés parce que vous avez une minorité d'utilisateurs qui sont venus, en l'occurrence, mettre des avis. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre plateforme, elle a été développée en 2020. Elle a été déployée, en 2020. Elle a pris plus d'un an de temps de conception. Donc, comme tout outil digital, bien sûr, lorsque on déploie un nouvel outil, il peut y avoir des bugs, des incidents techniques. Ça a été le cas avec notre plateforme. Tous les bugs ont été bien entendu résolus et ne pourront plus se produire à l'avenir. Mais voilà, il y a des utilisateurs mécontents qui, en l'occurrence, sont venus sur Trustpilot mettre des avis négatifs, mais d'un autre côté, il y a aussi de nombreux clients satisfaits qui ne viennent pas forcément mettre des avis positifs sur Trustpilot. Pour donner un autre exemple, comme quoi Trustpilot reflète vraiment mal parfois une société, si on regarde les avis Trustpilot de Coinbase ou Binance, ils sont très très négatifs, alors que ce sont des plateformes qui sont très au point et dont la très très grande majorité d'utilisateurs sont satisfaits. Mais parce que sur Trustpilot, uniquement les personnes mécontentes sont venues mettre des avis, le score est endommagé, si je puis dire. Donc voilà pour la parenthèse Trustpilot. Pour la première. Il y avait une question aussi de... Sur le niveau de risque. Oui, voilà, sur les niveaux de risque. Alors, oui, comme je disais tout à l'heure, dans nos stratégies de gestion, on s'adapte au niveau d'aversion du risque d'absolument chacun des utilisateurs. Donc, lors du processus de paramétrage qui va aboutir justement à la délégation de la gestion, on pose à l'utilisateur une question très simple qui est quel est le niveau de volatilité qu'il tolère en gros sur son portefeuille. Et à partir de là, donc l'utilisateur fait ce choix. Autrement dit, quelle moins-value potentielle il accepte sur son portefeuille ou quelle variation baissière il accepte sur son portefeuille. Et à partir de là, nous, on va adapter notre gestion de sorte à respecter donc ce critère de volatilité, ce critère de risque sur le portefeuille que l'utilisateur a sélectionné. Donc, bien entendu, il y a toujours cet échange, comme dans la finance en général, plus on tolère de risque ou de volatilité, en contrepartie, plus le potentiel de gain est élevé. Parfait, merci beaucoup. Donc, alors, il y a encore, je vais essayer d'être le plus équitable possible. Il y avait encore une autre question donc d'Anise Pierchon de PwC. Est-ce que vous mettez à disposition un IFU? Alors, étant donné que les fonds sont en tout temps sur la plateforme d'échange Binance. On ne les a jamais, nous, en notre possession chez Cryptelite. À ce jour, on ne met pas à disposition d'IFU, mais on peut rediriger le client, s'il le souhaite, vers des prestataires partenaires dont c'est le rôle, justement, d'aller analyser toute l'activité qu'il y a eu sur le compte Binance pour aboutir à un IFU. Très bien. C'est absolument pas un problème si besoin. Donc, un certain nombre de fintech, notamment, dans notre écosystème fournissent ce type de solution. Je vais passer à une question pour Imad, qui était donc la deuxième question de Mariana que je retrouve. Est-ce que votre solution va enregistrer juste le bilan de fin de journée sur la blockchain en permettant d'être scalable et avoir un volume important des transactions?
Alors, ça permet effectivement d'avoir un volume important de transactions, mais ça n'enregistre pas encore le bilan dans la blockchain, non. Moi, je pense en fait que toute la comptabilité de ces sociétés-là doit être faite directement sur ce que je disais tout à l'heure, les blockchains de niveau 2, parce que le niveau 1, c'est trop complexe et ça prend beaucoup de temps et c'est pas, enfin pour moi, c'est pas scalable. C'est en projet, mais ça sera même pas pour l'année prochaine, c'est peut-être pour l'année d'après. Très bien, merci. Je continue. Alors, le niveau de risque s'adressait effectivement, donc on a répondu à cette question-là. Là, on a dans le chat d'autres questions. Je vous prie de m'excuser, je suis en train de les lire. Il y a une question pour Roxane que je n'avais pas vue, j'en suis désolé. Est-ce que faire partie du consortium LabChain de la CDC permet éventuellement d'entrer en relation avec des investisseurs au-delà des échanges et collaborations internes? Roxane, je t'en prie. Peut-être un témoignage. À ce jour, il n'y a pas de... Pardon, vous m'entendez? Oui. Très bien. Ok. Le principe donc du consortium, c'est plus de comment dire d'avoir un forum d'échange. Donc oui, vous serez enfin, on va dire que les startups et les représentants des grands groupes vont être plus facilement en contact, mais il n'y a pas vraiment d'instance de levée de fonds spécifique dans l'AppChain. On est plus sur un volet expérimentation, comment dire, forum pour l'écosystème et oui, voilà, c'est un lieu de collaboration où on peut peut-être lancer des projets et essayer de monter des projets collectivement, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'aspect levée de fonds à l'intérieur. Ou alors c'est juste que vous rencontrez les bons acteurs dans le cadre de l'AppChain, mais ça fait pas partie des objectifs du consortium. Voilà, donc ce type d'activité là, bon, c'est pas l'objet du webinaire, mais mettre en relation les acteurs émergents avec les grands comptes, les institutionnels, et potentiellement mettre en œuvre des comités d'investissement, c'est plus le rôle d'un pôle de compétitivité. En l'occurrence, c'est ce qu'on fait, mais la blockchain, vous êtes surtout une place d'échange, d'émulation, de mise en relation, et après, je dirais, chacun évolue, les participants, font évoluer leurs relations entre eux sans que ce soit quelque chose de directif de la part de la LabChain. Alors, je vais poursuivre sur les questions. On a encore quelques minutes si on veut rester dans le timing, mais je vais poursuivre. Sur les questions, dans le volet questions de Livestorm, je crois qu'on a fait le tour des questions et maintenant il y a des questions dans le chat que vous pouvez aussi... oui, je crois les questions sur le chat, on y a répondu. Les questions sur l'issue concernaient, donc c'est bon. Et les questions du chat, alors, il y avait une question sur la performance du Bitcoin pendant la période de la performance affichée à 10h20. Je pense que c'était donc les 39% qui apparaissent dans le... normalement dans le slideware. Oui, c'est ça, rendement annuel. La question s'adresse à Benjamin. Oui, tout à fait. Donc, étant donné, comme je disais, qu'on a différents profils de risque, bien entendu, la performance aussi qui en découle va être différente selon le niveau de volatilité toléré sur le portefeuille. Alors, la performance mentionnée sur la slide, c'est la performance annualisée depuis 2018 de notre profil modéré ou profil dynamique. Donc, c'est le rendement annualisé sur cette période. Je tiens à préciser quelque chose d'important, c'est que notre but, c'est pas forcément sur une période donnée d'aller à tout prix faire mieux que le Bitcoin ou l'Ether ou quelconque autre cryptoactif. Notre but, et peu importe le profil sélectionné, c'est de pouvoir créer du rendement positif dans la durée tout en maîtrisant le risque-prix. Parce que si l'on regarde, alors certes, juste la performance absolue d'un cryptoactif, on peut se dire oui, c'est plus intéressant juste d'aller détenir un tel cryptoactif plutôt que d'investir dans une telle solution. Mais si on regarde la performance ajustée au risque avec différentes métriques, les ratios de Sharpe, de Kalmar, de Sortino, on voit que là, pour avoir la performance absolue d'un cryptoactif sur une certaine période, il faut aussi s'accrocher parce que lorsque on a de la volatilité baissière, ça peut être très violent. Et
surtout pour celles et ceux, pour les épargnants en particulier qui tentent de spéculer sur le marché des cryptoactifs, on l'a dit tout à l'heure, en très grande majorité, ils subissent des pertes. Donc le but, nous, c'est vraiment de pouvoir, sur la durée, apporter de la performance dont notre objectif, c'est de faire une performance supérieure aux autres placements traditionnels qu'utilisent généralement les particuliers, en utilisant comme support notamment le marché des cryptoactifs pour cela. Donc voilà, notre objectif, générer une performance tout à fait saine avec une gestion du risque maîtrisée et limitée. Donc j'espère que ça répond à la question. Donc après, oui, juste pour ajouter, le Bitcoin, oui, si on prend certaines périodes, peut avoir fait mieux qu'une solution de gestion algorithmique. Si on regarde par contre sur vraiment différents cycles de marché, on voit vraiment notre solution, non pas comme une solution très court terme pour faire des gains rapidement, mais comme un placement long terme. D'ailleurs, notre horizon de placement recommandé est de 3 ans, donc on adapte nos stratégies justement pour générer du rendement sur du long terme. Et en l'occurrence, sur plusieurs cycles de phases de hausse, de baisse, etc. du marché, on superforme ce que font les cryptoactifs justement à travers ces différents cycles. Très bien, je pense que ça a répondu à la question sur le rendement annuel annoncé. On avait des questions. Alors, il y avait une question de Ludovic Vatlos, valideur mineur. Pour Thibaut, tu n'as pas évoqué les bakers, mais est-ce que effectivement un valideur est un mineur dans le je pense si tu peux. Oui, alors effectivement, on parle de Baker en fait sur Tezos en général, mais le mineur ou le validateur produisent des blocs. C'est juste qu'ils les produisent différemment. Si on prend Bitcoin, il y a une course à un calcul pour avoir le droit de produire le bloc suivant, et pour cela, il faut dépenser de l'énergie. Sur Tezos, c'est le protocole qui distribue les droits pour produire les blocs selon ce qu'on apporte en staking en tant que producteur de blocs et ce qu'on collecte en délégation également en tant que producteur de blocs. Très bien, donc une spécificité, quelque chose qui est en lien avec la soutenabilité de la solution, enfin de la blockchain Tezos et des orientations qui sont décidées par la gouvernance de Tezos. Alors, on approche du terme de ce webinaire. Je tiens encore une fois à vous remercier toutes et tous. Il y a des questions auxquelles on n'a pas forcément toutes répondu. Je crois notamment. Donc, il y a une question qui est très générale sur l'enregistrement PSAN. Alors là, je ne vais pas parler au nom de nos autorités de contrôle, mais un enregistrement PSAN, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, entre le moment où une fintech, donc un éditeur va commencer les démarches et l'aboutissement de cette démarche, il peut se passer quelques semaines, quelques mois. Donc, en fait, les questions sur les enregistrements PSAN, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue et d'une certaine façon, c'est nos invités, je dirais, pourront vous répondre en direct s'ils le souhaitent. Il n'y a pas une réponse à apporter aujourd'hui. Benjamin peut-être répondra donc à Tramtrine, mais il me semble que il y avait d'autres questions sur les PSAN. Oui, voilà, donc permettre l'intérêt. Je suis en train de regarder les autres questions. J'ai l'impression, tout le monde. Alors, il y a une question pour Imad. Pourquoi est-ce qu'EdgeGuard ne s'adresse pas aux petits investisseurs? Parce que historiquement, nos clients sont des institutionnels. Rendre un service au B2C, c'est tout un savoir-faire que nous n'avons pas aujourd'hui. Et troisième chose, moi je pense en fait que le marché n'est pas encore mature pour le B2C. C'est d'un point de vue opérationnel, comptabilité, etc. C'est pas encore le moment. Je pense qu'il y a encore 18 mois de travail. Donc ceux qui commencent maintenant vont essuyer le plâtre, et ça sera pas avec nous. D'accord. Donc je rappelle quand même que vos solutions
ce ne sont pas des solutions de délégation de gestion qui, comme on l'a vu, sont très bien et qui permettent d'adresser un certain besoin, mais ce sont des solutions qui couvrent du front au back, et y compris les aspects liquidatifs, détention qui couvrent toute la chaîne de l'investissement au sens professionnel. Et d'autant plus, bon, effectivement, là, on est dans un contexte crypto. EdgeGuard, vous asseyez sur une antériorité, une expérience qui est très liée à la fourniture de solutions de PMS qui adressent l'investissement traditionnel, et vous avez capitalisé sur votre expérience pour performer sur ce domaine des cryptos. Donc, vous êtes toujours, entre guillemets, vous êtes sur des interlocuteurs et des besoins clients que vous connaissez, et visiblement, donc effectivement, tu as une vision qui est que pour l'instant, ce que vous offrez aux professionnels, c'est le marché des particuliers n'est peut-être pas encore assez mature pour bénéficier de ce type de solution. Tu me dis si j'ai dit n'importe quoi, mais c'est à peu près… Non, c'est ça. Enfin, en tout cas, nous, on a déposé un enregistrement PSAN auprès de l'AMF. Nous sommes en attente. Enfin, j'ose imaginer que la boîte, à un moment donné, elle va aussi faire une offre auprès des particuliers. Mais encore une fois, c'est pas cette année, c'est pas l'année prochaine non plus. Très bien. Bah, écoutez, on est à peu près… on a tenu les délais. Je crois que toutes les questions qui ont été posées dans le chat et dans l'interface de questions, vous leur avez apporté une réponse. Je reviens juste donc sur les contacts. Vous avez, alors notamment dans l'invitation qui vous avait été envoyée, grâce à laquelle vous êtes enregistré, vous pouvez accéder directement aux différents sites de nos invités. Et si vous avez des questions complémentaires, nos invités pourront revenir vers vous, ou vous pouvez passer par le pôle pour qu'on fasse en sorte de vous mettre en relation et de répondre à vos questions d'attente. Écoutez, je vous remercie. Roxane, peut-être un petit mot de la fin par rapport à la LabChain, les solutions, les perspectives. Il y a un aspect dont vous n'avez pas parlé, c'est le rôle et la relation avec d'autres instances qui vont au-delà de notre périmètre national. Peut-être qu'en termes d'ouverture, ça… Mais je te laisse la parole. Oui, peut-être des éléments que je n'ai pas précisés dans l'introduction, c'est que l'objectif de ce consortium, c'était aussi bien sûr de soutenir les acteurs français et notamment aussi les startups françaises pour les aider à se développer. Aujourd'hui, à la Caisse des dépôts, on participe aussi à une association qui s'appelle INATBA au niveau européen et international, dans laquelle on soutient aussi la présence des acteurs français qui permettent de donner leur avis et de travailler sur des recommandations qui sont faites aux régulateurs, à la fois la Commission européenne, mais aussi à d'autres instances gouvernementales. Et c'est vrai que nous, on est plus actifs au niveau européen, mais cette association a un intérêt, une vocation internationale. Et évidemment qu'on est là pour aussi défendre les intérêts des écosystèmes français dans ce paysage. Donc, on profite aussi, bien sûr, du LabChain pour mettre en lien les acteurs avec les régulateurs en France pour faciliter le dialogue. Donc, au tout début de la mise en place, notamment des règlements et de la loi Pacte relative au statut PSAN, on avait fait des sessions dédiées à ça. Je pense que peut-être à la fin de l'année, on fera peut-être un retour d'expérience sur ces sujets, mais évidemment qu'on souhaite, on va dire, faciliter le dialogue et faciliter le développement des acteurs dans un contexte également réglementaire qui convient à tous. Très bien. Voilà. Mais écoutez, donc, une des raisons pour lesquelles le LabChain et le pôle Finance Innovation sont partenaires, on a des objectifs communs qui est de vous aider et d'aider l'écosystème français à croître et à trouver son chemin. Écoutez, on arrive à l'issue de ce webinaire. Merci à vous. Je crois que toutes les questions qui étaient en suspens ont trouvé une réponse. Merci pour la qualité de vos interventions et pour la clarté de vos explications. Alors,
on va voir ensemble sur les supports et sur les informations ce qui sera partagé avec l'audience, mais normalement, vous me dites s'il ne devrait pas y avoir on devrait pouvoir diffuser vos supports à nos invités. Mais écoutez, dans l'ordre, Roxane, Benjamin, Imad, Marc et Thibaut, je vous remercie. Je crois qu'on arrive à l'issue de cette heure de session ensemble. Et j'espère qu'on aura prochainement le plaisir soit de refaire un webinaire, soit peut-être de se retrouver pour une présentation en physique au Palais Brognard, dans un cadre dans lequel on pourra recevoir des gens. Je vous remercie. Je crois qu'on a fait il y avait une question sur la fiscalité des cryptos ou des crypto-assets. Est-ce qu'elle est susceptible d'évoluer? Bon, effectivement, alors on est sur les formulaires. Donc, tant que c'est sous forme de crypto, c'est non imposé. Oui, non, ça reste des cryptos. C'est à partir du moment où on a une conversion. La flat tax de 30%, donc voilà, c'est Benjamin qui a répondu. Oui, c'est ça, Benjamin a répondu à Philippe. Mais écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis donc, je l'espère, à très bientôt. Merci à vous. Merci Vincent, merci à tous. Très bonne journée. Merci. Pareillement. À bientôt. À bientôt.